La littérature, et particulièrement la littérature horrifique à mon sens, permet d'aborder plein de thématiques. Je pense que vous avez pu en voir quelques-unes si vous me suivez depuis un moment. Et aujourd'hui, on va parler des monstres. Mais des monstres qui ne font plus que se cacher sous le lit. Des monstres bien réels et des monstres qu'il vaut mieux affronter plutôt que de laisser gagner. On va commencer avec L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy. Daniel Kane a été alerté par une lettre que son meilleur ami s'est ôté la vie. Et du coup, elle décide de se rendre dans le dernier lieu connu où il a résidé pour essayer de comprendre et pour essayer de démêler le vrai du faux sur ce qui a bien pu se passer pour son meilleur ami. Elle va se rendre à Freedom, un village qui est habité par des anarchistes dans l'Iowa. Et c'est là où elle sait que son meilleur ami a résidé. Et en fait, très très vite, elle va se rendre compte que des phénomènes étranges s'y déroulent, qu'il y aurait manifestement une organisation quelque peu étrange qui subsiste dans la ville. Et surtout que les habitants ont extrêmement peur d'un cerf qui est pas très sympa, qui a même tendance à tuer des gens. Il me semble que j'avais lu que Margaret Killjoy a beaucoup vécu justement dans des squats ou dans des villages un peu faits de marginaux où énormément de personnes s'y refugent parce qu'ils sont en contradiction avec ce que la société leur impose, etc. Et ça se ressent beaucoup dans ce texte. Au départ, j'avais un peu des difficultés à rentrer dedans parce que, étant une novella, elle a pas le temps en fait de nous expliquer énormément de choses. On rentre dans le cœur du sujet, on va dire. Et du coup, il y avait certaines notions que j'arrivais pas vraiment à comprendre et que je n'arrivais pas à saisir dès le départ. Il y avait peut-être aussi un petit manque de clarté par rapport aux personnages. Je parle surtout des personnages secondaires qu'elle rencontre à Freedom parce que, au fur et à mesure, j'ai très vite eu tendance à me mélanger les pinceaux, à plus trop me souvenir de qui était qui. Et bon, c'est peut-être un peu le point faible de ce livre, c'est que vu que c'est une novella, il faut qu'elle aille vite et du coup, elle espère qu'on rentre vite dedans. Mais par contre, l'univers narratif, c'est-à-dire tout le côté, village de marginaux, etc., ça, c'était vraiment très bien retranscrit. Et ça se sent qu'il y a de l'expérience. En tout cas, je serais vraiment pas réfractaire à l'idée de continuer cette série parce que je sais que celui-ci, c'est le premier tome d'une série. Je crois d'une trilogie. En tout cas, je crois qu'il y a 3 tomes qui ont été traduits en français. Peut-être que la caractérisation de certains personnages est un peu plus aboutie dans les tomes suivants. J'ai trouvé que l'univers narratif était super bien exploité, le thème horrifique était vraiment très chouette aussi. J'ai beaucoup aimé justement cette image du grand cerf avec 3 bois, si je me souviens bien. C'est ça, qui va éviscérer des gens, qui va pourchasser des gens, parce que c'est un peu cette menace, pas sous-jacente parce qu'elle est quand même clairement là, mais c'est cette menace qu'on ne peut pas arrêter et qu'on ne peut que fuir. Littéralement la mort, quoi. Ensuite, nous allons parler d'un essai. Il s'agit de Grandes Dents, où on va parler d'une théorie qui me semble être très très plausible, du fait que la grande menace dans Le Petit Chaperon Rouge, ce n'est pas le méchant loup, donc ce n'est pas un inconnu rencontré dans les bois, ça serait en fait la grand-mère. C'est une lecture du conte du Petit Chaperon Rouge que j'aime énormément et que je trouve très pertinente en fait. Parce que quand on y réfléchit, c'est la grand-mère, ou en tout cas c'est l'image de la grand-mère qui se trouve dans le lit et qui incite le Petit Chaperon Rouge à les rejoindre. Il y a pas mal de choses liées à ce côté très incestueux, on va lâcher le terme. Et en fait, l'autrice est partie de ce postulat pour déjà donner certains chiffres sur les violences subies par les enfants et aussi mettre en évidence que dans certaines versions, le thème est vraiment clairement orienté vers les abus que peuvent subir les enfants dans le cercle familial. Ce qui m'a un peu dérangé, ce que j'ai fini par très vite skipper en fait, c'est les notes de bas de page de l'autrice parce qu'elle revient pas mal sur des éléments de sa vie à elle, des éléments autobiographiques, et je trouvais pas ça hyper pertinent, en tout cas au moment où je l'ai lu, peut-être que en le relisant, j'y jetterais quelques coups d'œil, mais c'était souvent pour parler des rapports familiaux, pour parler du rapport à la mère, à la grand-mère, etc. Donc il faudrait que je rejette un œil. En vérité, je ne vais pas pouvoir développer un avis plus constructif que ça parce que ça fait un moment que je l'ai lu et en plus je ne l'ai plus en ma possession actuellement, je l'ai prêté à un ami, donc
Ça risque d'être compliqué de retrouver des éléments dont l'autrice a parlé dans le livre, mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que c'est vraiment très intéressant, et j'aime énormément cette relecture du conte du Petit Chaperon Rouge. Tout le propos sur le fait que le réel antagoniste, que le réel danger des enfants, ce soit au sein même du cercle familial et non pas un inconnu croisé dans les bois, je trouve ça hyper pertinent, et puis quand on regarde les chiffres, c'est ce qui se passe en fait. On n'en parle pas. Il faut pas en parler. Il y a une omerta sur ce genre de sujet qui est malheureusement connue, et sur les violences faites aux enfants, c'est encore plus réaliste et c'est encore plus juste. Si vous ne connaissiez pas cette théorie sur le conte, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est vraiment très intéressant. Les contes ont ce côté fascinant de traverser les époques, traverser les frontières, traverser les générations pour nous arriver à un moment donné, et libre à nous de découvrir ou de déceler certains messages que nos aïeux ont peut-être voulu cacher sous le tapis, et c'est hyper intéressant. J'adore découvrir des nouvelles choses sur les contes, les nouvelles versions, enfin bref. Les contes, ça fait partie de mes empires romains. On va continuer avec un autre essai que j'avais très hâte de recevoir, et je vous l'avais déjà mentionné dans une de mes dernières vidéos. Il s'agit de Génération Body Horror de Morgane Cassarieux et de Fleur Hopkins-Loferron. C'est un beau bébé qui va parler de tout un corpus sur le body horror, tiré principalement de films mais également de livres, enfin bref, de toute l'iconographie que peut représenter le body horror dans la pop culture. Pour ne rien vous cacher, je suis en partenariat avec les éditions ActuSF cette année, et je l'ai donc demandé parce que, forcément, on se sait, voilà, on se connaît, on commence à se connaître, et vous savez que ce genre de livre, ce genre de livre très niche, ça m'intéresse grandement, et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai découvert vraiment une pépite. Je remercie d'ailleurs Jérôme pour l'envoi. C'est le genre de livre que, typiquement, je n'arriverai pas forcément à lire d'une traite, parce que il est tellement riche, il est tellement foisonnant d'informations, il est tellement foisonnant de passion aussi, ça se sent que les autrices sont passionnées par ce genre. Et vu que mon intérêt pour le body horror est assez récent, je dois dire qu'il y a beaucoup de films du corpus qu'elles ont sélectionné que je n'ai pas encore vu. Ce qui est formidable, c'est que les autrices ont fait un incroyable travail d'analyse et on va dire, de vulgarisation sur le body horror pour que ce livre soit accessible à relativement tout le monde, pas que par les aficionados et tous ceux qui connaissent tous les films qui sont dans le corpus, mais c'est suffisamment détaillé pour que même moi je puisse comprendre les thématiques qui sont soulevées par certains films que je n'ai pas vus. On y retrouve énormément de sous-genres du body horror, comme tout ce qui parle des champignons, des zombies, tout ce qui est attrait au dédoublement de la personnalité, on va dire, avec The Substance par exemple, tout le côté politique, le côté social, le côté inclusion aussi, sur le questionnement des genres, sur le questionnement du rapport au corps, sur le rapport au corps des femmes, le rapport au corps des hommes, qu'est-ce que les uns sont prêts à faire sur le corps des autres, sur leur propre corps. C'est absolument passionnant. Et comme dit, vu que mon intérêt pour le body horror est assez récent, je suis très heureuse d'avoir ce livre sous la main pour que je puisse m'y référer pour voir justement tous les thèmes qui sont abordés par le body horror. Parce que je me rends compte que c'est pas juste histoire de faire grimacer les spectateurs, il y a vraiment des messages politiques qui sont portés par le genre horrifique, mais surtout par le body horror, puisque c'est le sujet principal de ce livre. C'est une super encyclopédie foisonnante, pleine de détails, que je vais avoir grand plaisir à relire à plusieurs reprises. Pas entièrement, mais certains passages vont être relus, vont être surlignés. Ce livre va m'accompagner pendant un bon bout de temps, ça je peux vous le dire. Et on va passer au dernier livre de cette sélection, et à mon premier coup de cœur. Ça fait plaisir de dire ce genre de phrase. Il s'agit de Briser les os de Cassandra Coe. Nous suivons un détective privé qui s'appelle John Parsons, qui va avoir un client un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un petit garçon qui va lui demander, en fait, d'éliminer son beau-père, en fait, puisque il est violent, et surtout, en fait, ce n'est pas un humain. Le petit garçon en est convaincu, c'est un monstre. Et il ne peut pas laisser son petit frère à la merci de ce monstre, il ne peut pas vivre sous l'emprise de ce monstre. Donc, il demande à quelqu'un qui connaît bien son sujet,
de faire le sale boulot. Je vais m'arrêter là pour le résumé parce que, comme c'est une novella un peu comme L'agneau égorgera le lion, si je commence à vous détailler un peu plus l'intrigue, je risque de tout vous raconter. Mais waouh, quel plaisir j'ai eu de lire ce livre. Comme vous pouvez vous douter, les trigger warnings sont quand même assez évidents, hein. On va parler de maltraitance, on va parler de... Voilà, de corps, là aussi, de body horror. Hein. Il y a une grande section sur le body horror aussi là, dans celui-ci. Et vous voyez, contrairement au premier livre dont je vous ai parlé, où je vous disais que, vu qu'on est sur une novella, on est quand même très vite mis dans l'intrigue et que, à certains moments, je pouvais mélanger les pinceaux, là, c'était limpide. Je me suis glissée dans cette histoire pour en ressortir à la fin et j'étais en mode... Mais je veux la suite, je veux retrouver ces personnages, je veux retrouver John Parsons, je veux vraiment plus en découvrir sur cet univers en fait. L'auteurice arrive à nous plonger dans un univers sans nous donner toutes les cartes en main, sans nous expliquer absolument tous les tenants, les aboutissants, c'est-à-dire que vers la fin, il y a quand même l'apparition d'un personnage où j'étais en mode... Ok, je comprends pas trop l'interaction qui se passe, mais je suis quand même subjuguée et je suis quand même fascinée par ce qui se passe. Et surtout la plume. Mais la plume! Oh là là, c'est absolument sublime! C'est tellement bien écrit de vous lire un extrait. Donc c'est très très tôt, hein. Je prends littéralement la 2e page. On apprend un tas de trucs dans cette profession, comme lire les rythmes cardiaques. N'importe quel privé peut remarquer qu'un loustic lui ment. Mais il faut appartenir à une certaine classe de combinards pour faire la différence entre deux vérités. Quelle que soit la réalité, ce gamin est convaincu de son baratin, dans son âme et jusqu'à la moelle. À ses yeux, le pauvre type qui lui sert de daron secondaire est tout ce qu'il y a de plus monstrueux. Je laisse un sourire étirer mes lèvres. Gamin, je sais pas ce que t'as entendu, mais je suis détective privé. Si tu cherches un auteur de vie, va falloir aller voir ailleurs. Pile à ce moment, un chuchotis se met à crépiter à l'arrière de mon crâne, comme une transmission radio de l'au-delà, tremblante et persistante. Attends, attends, attends. Le gamin ne bronche pas. Vous tuez quand vous n'avez pas le choix. Je croise les bras devant ma poitrine. Quand je n'ai pas le choix. Pas quand un gringalet aux poches pleines de petites monnaies me dit de le faire. Sacrée nuance. Un muscle tressaute sur sa joue. Le morveux aime pas qu'on lui dise non. Mais il faut lui reconnaître qu'il se laisse pas démonter. Il prend une grande inspiration, bien lentement, avant d'expirer. Épatant, le petit. Si je rencontre ces vieux, faudra que je leur tire mon chapeau. Et cet élément du chuchotis à l'arrière du crâne, c'est ce qui m'a hameçonné à l'histoire, parce que c'est cet élément fantastique qui va expliquer pourquoi John Parsons n'est pas un détective privé comme les autres. Et puis il est attachant avec sa manière de parler, sa manière d'être, sa caractérisation est folle. Là, pour le coup, il n'y a aucun souci de caractérisation parce que chaque personnage est caractérisé de telle sorte à ce que, dès que je les vois, j'ai une image en tête d'eux. Ce livre est absolument une pépite et je suis très très triste de savoir que ce n'est simplement qu'une duologie, qu'il n'y a que 2 tomes avec John Parsons. Je n'ai qu'une hâte, c'est de me jeter dans le 2e tome, mais en même temps j'ai pas envie de le lire tout de suite parce que du coup ça serait très vite terminé. Donc je vais d'abord me renseigner pour voir si l'auteurice a fait autre chose pour ensuite me jeter à corps perdu dans le 2e tome de cette série. C'est absolument génial et je ne peux que vous le recommander. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, booster, les trucs habituels. Si vous aimez le body horror, si vous aimez le genre horrifique, si vous avez lu quelque chose d'horrifique ces derniers temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.